C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour les informations sur LCA. Au sommaire de ce journal, les parlementaires islamiques lancent un appel à la lutte commune contre le terrorisme et la promotion de la cohésion sociale. C'était à l'occasion de la clôture de la 15e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique, une conférence qui s'est achevée sur une note de satisfaction pour tous ses membres. Les précisions dans ce journal. 4 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont réfléchi sur l'augmentation de la production du coton dans leur espace. Le mercredi dernier, ils étaient à Koudougou au Burkina Faso lors de la réunion ministérielle de coordination de ces pays, co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton. Il s'agissait de faire l'état des lieux des négociations et définir les perspectives permettant de booster le secteur du coton. À la une également, 3 ans et demi après le référendum de juin 2016, c'est ce vendredi soir à minuit que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Les Britanniques qui ont voté en faveur de la sortie de l'UE sont partagés entre espoir et désillusion. Les Européens redoutent désormais la contagion à d'autres pays. On y revient au cours de ce journal. Bonjour à tous et merci de rester avec nous sur LCA. Tout d'abord, à Ouagadougou, la 15e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique a refermé ses portes hier sous une note de satisfaction. Cette occasion a permis aux parlementaires de lancer un appel dénommé l'appel de Ouagadougou. Cette déclaration est axée essentiellement sur la lutte contre le terrorisme et la promotion de la cohésion sociale entre les États membres de l'organisation. Retour sur cette clôture avec Alain Koulibaly et Bassirou Sawadogo. La lutte contre le terrorisme au cœur des échanges à cette rencontre internationale des parlementaires de la coopération islamique. Les pays musulmans sont les plus touchés par cette vague terroriste. C'est donc un défi que compte bien relever l'Union à travers des engagements et des recommandations qu'il compte bien mener. Soulignant la nécessité et l'urgence d'une plus grande solidarité de la communauté internationale vis-à-vis des pays du Sahel qui font face au terrorisme et à une insécurité sans précédent. Affirmons notre solidarité aux populations du Burkina Faso et à travers elles, à tous les peuples des pays du Sahel confrontés au terrorisme et à l'extrémisme violent ainsi qu'à l'insécurité. Lançons un appel à une solidarité internationale plus forte et à plus d'actions vis-à-vis de ces pays dont les populations subissent les effets néfastes du terrorisme, compromettant leur effort de développement. Réaffirmons la place centrale qu'occupe la cause palestinienne dans les préoccupations et le plaidoyer de notre Union et auprès de nos pays et de nos peuples, ainsi que notre solidarité avec les populations de la Palestine dans la quête de ses droits légitimes à l'établissement d'un État indépendant avec pour capitale la ville d'Al-Quds, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Rejetons les discours d'islamophobie et de tout ce qui porte atteinte à nos communautés, y compris les pratiques et les discours racistes. Soulignons la nécessité de préserver la dignité et les droits des réfugiés et des migrants provenant des zones de conflit en leur permettant l'accès aux services nécessaires, notamment ceux de l'éducation et de la santé destinés aux enfants. Le Burkina Faso est l'État désigné par l'Union pour assurer la présidence de la conférence de l'UPCI, une responsabilité qui revient au président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Je me permets de décliner 3 axes majeurs de mon mandat. Premièrement, renforcer la synergie d'action entre le secrétariat général et la présidence de l'UPCI. Deuxièmement, rapprocher véritablement l'UPCI de nos peuples, dont elle tire toute sa légitimité et toute sa raison d'être. Pour cela, il nous faudra par des politiques volontaristes poser des actions concrètes conformes aux attentes de nos populations. Troisièmement, je souhaite que nous créions les conditions d'une véritable fraternité entre tous les États membres de l'UPCI qui a souffert et qui continue de souffrir de nos différentes dissensions. C'est la seule manière de garantir une meilleure cohésion au sein de la Oumma. Cette rencontre met fin à la 15e session de la conférence de l'UPCI. Rendez-vous est pris l'année prochaine à Tunis pour la 16e session. Justement, au terme de cette conférence, notre équipe a tendu son micro à quelques femmes parlementaires issues d'un pays islamique. Elles nous parlent de l'évolution des conditions de la femme dans leur pays respectif au micro de Alain Koulibaly et Bassirou Sawadogo.
L'autonomisation de la femme, un sujet tabou dans plusieurs pays à caractère musulman il y a quelques années, connaît désormais un dénouement heureux au vu des multiples réformes tenues dans la plupart de ces pays. Dr Benzein Iqbal, conseillère parlementaire saoudienne, en est la preuve. Ces postes de responsabilité autrefois tenus exclusivement par des hommes dans son pays, l'Arabie saoudite, se voient désormais attribués à la gente féminine. Il faut dire qu'en matière de réforme, nous avons fait beaucoup de progrès, comme vous l'avez dit, en Arabie saoudite. Ces progrès, c'est d'abord au plan politique. Par exemple, 20% des députés sont exclusivement des femmes au niveau donc de l'Arabie saoudite. Il y a également d'autres avancées telles que la conduite. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de conduire un véhicule et actuellement, les femmes, tout comme les hommes, ont le droit de conduire des véhicules. Également, il y a des avancées, des progrès qui ont été faits dans le domaine des voyages. Avant, pour qu'une femme puisse voyager, elle doit demander l'autorisation à son époux ou bien en tout cas à son tuteur pour pouvoir voyager. Et également, pour ce qui concerne les filles et les garçons, nous travaillons à ce qu'il y ait une équité au niveau donc des filles et des garçons. En termes d'autonomisation également des femmes, nous avons fait des progrès énormes. Pour vous donner un exemple, les femmes ont le droit maintenant d'avoir un emploi au niveau de notre pays. Donc ça, c'est des avancées très significatives. Également, en ce qui concerne les postes nominatifs, nous avons beaucoup de femmes qui occupent des postes de ministre, par exemple. Il y a également des femmes qui gèrent leur propre entreprise en tant que chef d'entreprise. Et actuellement, donc, pour dire que les femmes sont autorisées à occuper toutes ces hautes fonctions, et c'est donc ce que je voulais dire en termes de progrès. Et il faut dire que nous avons naturellement des défis comme les autres pays, mais nous sommes en train de travailler d'arrache-pied en vue donc de relever ces... Donc notre défi actuellement, c'est renforcer l'autonomisation économique des femmes. Même ferveur au Sénégal, un pays ouest-africain fortement islamisé, où la femme était parfois reléguée au second plan et n'avait pas droit de citer. Culture et tradition obligent. C'est désormais du passé, à en croire Yaïman Albis, parlementaire sénégalaise. Le Sénégal a une grande expérience. Vous savez que depuis des années, la parité a été appliquée. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la parité totale. Dans le bureau de l'Assemblée nationale aussi, c'est la parité totale. Dans le gouvernement aussi, il y a un nombre important de femmes. Donc le Sénégal a pris bien ça en charge et ça fait partie de ses priorités. Et nous avons compris, c'est ce qui renforce aussi la démocratie. C'est un combat dans un élan de solidarité, de synergie, d'action. Les femmes, ensemble, sont allées pour porter le combat. Et vous savez bien que la femme, à elle seule, est gouvernement. Donc quand nous portons un combat, nous le gagnons. C'est pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau et nous continuons encore d'exciter les autres pays qui ne sont pas dans la parité totale, qui n'ont pas encore appliqué la parité à mener le combat. Malgré ces réformes, de multiples défis restent à relever en faveur de la femme. Il s'agit entre autres des violences sexuelles qu'elles subissent dans les pays en proie à la guerre, de l'accès à l'éducation et à la santé. Des défis qui pourront trouver solution au terme de cette 9e conférence des femmes parlementaires musulmanes. Et pour terminer tout à fait sur le sujet, sachez qu'en marge de la 15e conférence de l'Union parlementaire de la conférence islamique qui s'est tenue aussi, la 22e session du comité général de l'OCI, cette assise a pour objectif de valider les recommandations des différentes commissions spéciales qui sont soumises à la conférence de l'UPCI. Ce fut l'occasion pour le Maroc de remettre donc au Burkina Faso la charge de présider la conférence de l'UPCI pour un mandat de 12 mois. Autre fait majeur de cette conférence, la déclaration du groupe africain qui fait un plaidoyer en faveur de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le porte-parole de la déclaration s'est prêté au micro de Alain Koulibaly et de la caméra de Bachir Ousawadogo. À l'occasion du comité général de l'UPCI, disons de la 22e session du comité général de l'UPCI que nous venons de tenir, le groupe africain, après concertation hier, a décidé donc de faire des propositions à l'endroit du comité général qui l'a adopté. De quoi s'agit-il? Le groupe africain a fait le constat que nous sommes au Burkina Faso dans un contexte tout particulier d'insécurité, d'agression barbare, d'actes terroristes inqualifiables
et qu'au-delà du Burkina Faso, il y a les pays du G5 Sahel, il y a le Nigeria, il y a le Cameroun et bien d'autres pays africains qui sont victimes de ces actes barbares. Le groupe africain donc a souhaité qu'il y ait une déclaration spéciale condamnant les actes de terrorisme de façon générale, mais plus spécifiquement dans les pays du G5 Sahel et autres pays de l'Afrique subsaharienne qui sont victimes donc de ce phénomène. Le groupe africain a également fait une deuxième proposition qui a été également adoptée par le comité général, qui est relative à la création d'un comité technique spécialisé sur les questions de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme au sein de l'UPCI. Vous savez, lorsqu'on fait la cartographie mondiale des phénomènes de terrorisme, des phénomènes d'attaque que des groupes sont en train de perpétrer au nom d'une certaine appartenance à la religion que nous partageons tous, l'islam, on constate que ce sont les pays de la Oumma islamique qui sont les plus concernés. Que la plupart des victimes des actes de terrorisme à travers le monde sont des musulmans. Et quand vous prenez le cas du Nigeria, à 90%, les victimes de terrorisme de Boko Haram sont des populations musulmanes. C'est donc une véritable calamité que la Oumma islamique est en train de vivre, et c'est par rapport à cela que le groupe africain donc a proposé que nous créions au sein de l'UPCI un comité technique spécialisé sur les questions de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme, ce que le comité général a approuvé. Nous allons suivre avec le secrétariat général les modalités de mise en œuvre de ce comité technique et voir comment le comité technique va travailler. Et dans la déclaration que le groupe africain a proposée, il a été suggéré également la tenue d'une conférence spéciale, soit de l'OCI, soit des autres pays membres de l'UPCI, dans un pays peut-être du G5 Sahel ou un autre pays qui accepte de l'accueillir, une conférence spéciale sur le terrorisme au Sahel et dans la bande, disons, dans la bande sahélo-saharienne de façon générale, et contribuer de manière à créer un fonds de solidarité de lutte contre le terrorisme pour appuyer les armées des différents pays engagés dans ce combat contre cette calamité que le monde islamique, le monde musulman est en train de vivre, particulièrement les pays du G5 Sahel et autres pays de l'Afrique subsaharienne. Dans la suite de ce journal, les djihadistes sont de retour à Sokolo et ils ont installé leur drapeau dans le camp de la gendarmerie. C'est pas moi qui le dis, c'est une déclaration du président de l'association de la jeunesse de Sokolo. Il le disait donc le dimanche dernier après que le camp des forces de défense maliennes ait été attaqué. Une attaque qui a fait 20 morts dans les rangs des FAMA et 4 tués côté ennemi. Selon plusieurs témoignages, les djihadistes seraient de retour à Sokolo depuis le mercredi dernier. Un député du parti présidentiel malien a indiqué qu'à Sokolo, le camp des gendarmes manquait de presque tous les dispositifs nécessaires pour assurer sa défense, comme dans la plupart donc, des camps et des bases de l'armée malienne, d'où la lourde perte des FAMA. Les FAMA, justement, auraient perdu également 9 véhicules tout-terrain, plus de 20 fusils, mitrailleurs Kalachnikov et un important arsenal de munitions et d'autres armements ont été emportés par les assaillants. Sokolo est situé dans le centre du Mali, dernière localité avant la frontière avec la Mauritanie. On l'annonçait également en début de ce journal. C'est aujourd'hui le Brexit Day. Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne à partir de minuit. Cette hypothèse inquiète à Bruxelles et plonge les Européens en pleine introspection. Le Brexit est le signal d'alarme selon certains observateurs avertis. Pour l'eurodéputé du Rassemblement national Thierry Mariani, l'Europe vient de se prendre une claque. Il ajoute que quand on se prend une claque, soit on change de comportement, soit on se prend une deuxième ou encore une troisième claque. Les députés britanniques ont déjà fait leur valise pour quitter le Parlement européen. Pour les habitants du nord de l'Angleterre, c'est l'un des plus hauts scores du pays. Pour cette population qui se sent délaissée, sortie de l'Union européenne est une promesse de renouveau. Pour eux, en tout cas, quitter le Brexit leur permettra de pouvoir créer
des emplois stables pour s'occuper de leurs enfants. Autre point de l'actualité dans le journal de LCA, la production de l'or blanc et les exportations en provenance de l'Afrique de l'Ouest et du Centre n'ont cessé de croître depuis quelques années. De même, le coton africain souffre d'une concurrence déloyale, j'allais dire, au niveau du marché international. Pour pallier donc cette situation, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad ont soumis une proposition à l'Organisation mondiale du commerce intitulée « Réduction de la pauvreté initiale sectorielle en faveur du coton ». C'est dans le contexte, en tout cas dans ce contexte, qu'une rencontre s'est tenue le mercredi dernier à Koudougou, c'est au Burkina, pour définir et dégager les perspectives permettant de booster le secteur du coton dans les différents pays. La suite avec Ahmed Nanema. Renforcer les acquis engrangés et relever les défis relatifs à la production et la transformation locale du coton aux chaînes de valeur nationales, régionales et mondiales constitue l'objet de la rencontre des ministres des 4 pays africains que sont le Mali, le Bénin, le Tchad et le Burkina Faso, dénommé C4. Nous attendons de l'OMC un arbitrage pour qu'il y ait plus de justice dans les relations internationales en matière d'accès au marché également, pour que les pays africains vivent de leur production. Mais en même temps, nous disons que les pays africains ont l'obligation de mieux gérer également leur production. Ils ont l'obligation d'investir pour transformer. Au lieu de vendre le coton brut, ils gagneraient à industrialiser le coton en essayant de développer toute la chaîne de valeur dont on parle, jusqu'au textile et d'autres choses aussi. La présente réunion ministérielle se tient dans la ville de Koudougou en prélude à la 2e édition du Salon international du coton et du textile, le SICOT. L'objectif des réflexions menées au cours des échanges entre les experts est l'obtention d'un marché de l'or blanc juste et équitable à l'échelle internationale, générant des emplois pour les populations afin de booster l'économie des pays africains et surtout des PMA, les pays les moins avancés. Le principal objectif de cette discussion est d'améliorer la transparence dans le domaine de l'aide internationale en faveur du coton, de suivre les résultats des projets et leurs impacts. Le Tchad passe aujourd'hui le flambeau de la coordination de l'initiative sectorielle en faveur du coton au Burkina Faso, qui rassure d'être à la hauteur des attentes. Tout en mesurant la portée de la charge et de la responsabilité qui m'incombe, j'allais dire à coordonner nos actions communes, parce que je n'ai pas d'autre agenda que le plan d'action que nous avons arrêté. Je vous remercie pour la confiance apportée sur le Burkina Faso à travers ma personne. Je voudrais donc sur ces points vous rassurer de notre engagement et de notre disponibilité à faire en sorte que le bateau C4 arrive à bon port, prendre des marchandises et revienne à la maison et continue de faire les allers-retours nécessaires pour le décollage encore des pays du C4. La campagne cotonnière 2017-2018 des pays du C4 ont occupé les premières places dans la culture du coton en Afrique avec une production d'environ 820 000 tonnes de fibres de coton. La 12e conférence ministérielle de l'OMC, qui se tiendra du 8 au 11 juin prochain au Kazakhstan, sera déterminant pour l'essor de la filière coton en Afrique. Pour ce faire, la Côte d'Ivoire et le Niger annoncent officiellement leur volonté totale d'adhésion au C4. L'occasion faisant le larron, le ministère du Commerce du Burkina s'attelle à la promotion du Faso d'Anfani Labelli. Restons toujours au Burkina Faso. Les appels à soutien pour les candidats aux élections de 2020 se poursuivent. Un nouveau mouvement est né, son nom est Chrono 2020. Un mouvement né pour soutenir donc la candidature du président Roch Kaboré aux élections de novembre prochain. L'organisation était face à la presse nationale hier. On en sait un peu plus avec Clara Soumonet et Constantin Sieda. Au Burkina, un nouveau mouvement en soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré est né. Il se fait appeler Chrono 2020 en lien avec la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en novembre de cette année. C'est ce jeudi que cette organisation a décliné ses ambitions et c'était à Ouagadougou. Nous avons souhaité rencontrer la presse ce matin afin de présenter notre mouvement
Chrono 2020, qui est un mouvement populaire créé librement par des jeunes et des femmes afin de contribuer à la victoire du président Roch Kaboré par un deuxième coup KO. Chrono 2020 dit être persuadé que Roch Kaboré est le président qu'il faut au Faso, d'où leur soutien sans borne. De 1960 à 2015, le Burkina Faso disposait juste de 340 mégawatts. Aujourd'hui, le président a promis de travailler pour que nous arrivions à 1000 mégawatts. Mais au moment, à l'heure actuelle où je vous parle, le Burkina a dépassé les 600 mégawatts. Et cette énergie va permettre l'éclosion des usines afin de créer la valeur ajoutée, afin que les jeunes et les femmes puissent travailler et que cette manne financière qui sera payée par les entreprises au niveau des impôts puisse être reversée dans les secteurs sociaux. Lors de cette rencontre, le problème sécuritaire a été abordé. Le mouvement Chrono 2020 est convaincu qu'avec un deuxième mandat, le président Kaboré, avec à ses côtés le peuple burkinabé, saura endiguer ce fléau. Dans le monde syndical au Faso également, il y a aussi eu un nouveau-né. Il s'agit du syndicat national des contrôleurs aériens et assimilés du Burkina qu'on appelle SYNCAB. Eh bien, le SYNCAB a été mis en place pour défendre, entre autres, les intérêts spécifiques des contrôleurs aériens et à renforcer la collaboration avec les autres syndicats. Hier à Ouagadougou s'est tenue la clôture du congrès constitutif pour élire le bureau exécutif national. Les précisions de Oumou Konaté, Achille Ouedraogo et Constantin Sieda. C'est un rêve qui devient réalité pour les contrôleurs aériens du Burkina. Ils ont pendant longtemps milité dans les syndicats qui existent sur la plateforme aéroportuaire avec détermination. Mais selon le secrétaire général du syndicat national des contrôleurs et assimilés du Burkina, force est de constater que leurs intérêts n'ont jamais été pris en compte. C'est en quelque sorte ce qui a motivé la création de ce syndicat. Nous avons décidé aujourd'hui de nous regrouper en syndicat pour pouvoir restaurer l'image des contrôleurs aériens en adéquation avec la responsabilité qui est inhérente à notre métier et qui est demandée chaque jour donc aux contrôleurs aériens. Au sortir de ce congrès, plusieurs points ont été touchés du doigt par les membres du syndicat, notamment la réforme du système de rémunération entrepris par l'ASECNA depuis des années. Une réforme qui n'est pas vue d'un bon œil par les contrôleurs aériens du Burkina. Nous sommes tous des agents de l'ASECNA. L'ASECNA a entrepris depuis quelques années une réforme du système de rémunération. Nous avons à plusieurs reprises marqué notre désaccord avec certains points de cette réforme. Évidemment, la première mission qui nous est assignée en tant que bureau exécutif national du SYNCAB, c'est de travailler à ce que les intérêts des contrôleurs soient pris en compte dans la mise en œuvre de cette réforme du système de rémunération. Mais évidemment, il y a aussi d'autres questions d'intérêt que le bureau exécutif national s'attellera à contribuer à résolution. Le bureau exécutif national du SYNCAB est composé de 7 membres et de 2 commissaires aux comptes. Et nous parlons encore du coronavirus. L'OMS a décrété hier que l'épidémie apparue en Chine constituait désormais une urgence de santé publique mondiale. Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles, a déclaré donc le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. L'organisation onusienne a cependant estimé que la situation ne nécessitait pas la limitation des voyages et échanges commerciaux avec le géant asiatique. Toutefois, certaines compagnies comme Air France, British Airways et bien d'autres ont pris donc la décision de réduire, voire suspendre leurs vols. Je vous rappelle qu'à ce jour, l'essentiel des contaminations a été détecté en Chine continentale. Plus de 80 cas sont confirmés dans 18 autres pays à travers le monde.
Et puis, le gouvernement burkinabé veut aider à la reprise définitive des activités sur l'avenue Kwame Nkrumah, c'est à Ouagadougou, la capitale. Le ministère des Sports et des Loisirs, pour ce faire, a initié une série d'activités comme Sport pour tous. C'est aussi une manière de chasser la psychose dans l'esprit des Burkinabés face, bien sûr, aux attaques terroristes survenues sur cette avenue. Le lancement de Sport pour tous, c'était hier. Reportage Achille Ouedraogo et Ahmed Nanema. L'avenue Kwame Nkrumah est animée depuis quelques jours à travers des activités sportives comme la marche, l'aérobic, un dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des victimes des attaques terroristes, suivi de soirées culturelles. La Semaine nationale du sport pour tous et d'activités de loisirs, initiée par le ministère en charge des sports, au regard des précédentes attaques perpétrées en 2016 et 2017, faisant plusieurs victimes sur l'avenue Kwame Nkrumah, en paralysant les activités économiques menées dans la zone, vise à redonner à l'avenue son lustre d'antan. Ce soir, nous nous sommes réunis pour tout simplement marcher sportivement pour exprimer notre solidarité, notre engagement aux côtés de tous ceux qui commercent sur Kwame Nkrumah, pour leur dire que nous sommes avec eux. Parce que Kwame Nkrumah, c'est l'avenue jadis qui constitue le poumon économique de notre pays. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, le sport contribue à la croissance économique et invite donc les citoyens burkinabés à le pratiquer davantage. Le sport est également un facteur donc, de croissance économique. Parce qu'en le faisant, en le pratiquant, on se met dans les conditions de santé. Donc, on augmente sa capacité de production. On diminue, en tout cas, ce que nous dépensons pour les ordonnances. Donc, tous les Burkinabés devraient en principe pratiquer le sport et c'est le leitmotiv donc, du président du Faso. Les exposants de la rue marchande de l'avenue restent encore sur leur soif, vu la faible participation des Ouagavillois à ces activités. Mais les gens ont toujours peur. Pas beaucoup d'ambiance, mais les gens, d'autres qui viennent. L'objectif général de l'organisation de la Semaine nationale du sport pour tous s'agit pour le ministère des Sports et des Loisirs de contribuer non seulement à la dynamisation des activités socio-économiques sur l'avenue Kwame Nkrumah, mais aussi à lui redonner vie tout en exaltant la pratique au quotidien des activités physiques, sportives et de loisirs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec le même plaisir.